Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 9 mars 2025. Elles sont à l'honneur depuis hier et ce, pour tout le mois de mars. Rassurez-vous, les femmes du monde entier ont célébré ce samedi leur journée qui est à sa 30e édition. C'est un moment de sensibilisation et de mobilisation dédié à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Thème de cette année pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Au Bénin, l'événement a été marqué de diverses manières. Ce dimanche, le grand format tourne ses projecteurs sur cette actualité. On va mettre en lumière les contours et les enjeux de cette célébration avec Christelle Hundonogbo. Elle est femme politique et présidente de la Dynamique Cha. Le grand format, vous le savez déjà, mesdames et messieurs, c'est aussi le décryptage donc, des sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine, ce dimanche. Celui qui assure l'exercice, c'est bien Josaphat Dabolinon, il est éditeur à Pusatchek. C'est le premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Vous suivrez ces analyses juste après la revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kanyi à Asiongbo. Norbeka, c'est notre artiste de la semaine. Cette voix féminine de la musique béninoise va résonner sur ce plateau. Elle sera avec nous sur ce plateau autour de 14h30 minutes. Ensemble, nous allons redécouvrir donc son actualité avec ses derniers morceaux. Rendez-vous à ne pas rater. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer et vous divertir tous les dimanches quand ils sont 13h au Bénin. Si vous êtes prêts, le grand format, eh bien c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, les femmes du bloc républicain de la 16e circonscription électorale ne sont pas restées à marge de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. À l'occasion, elles ont été éclairées sur les différentes mesures prises par le gouvernement du président Patrice Talon en leur faveur depuis quelques années. On en parle dans un instant. On parlera également de la tournée du ministre conseiller déchargé des affaires économiques et numériques. Janvier Yahwedeo était dans les départements du Mono et du Koufo. Vendredi dernier, la gestion faite aujourd'hui des affaires publiques au Bénin était au cœur des débats avec les élus locaux. Reportage à suivre. À suivre également le point du lancement du colloque international interdisciplinaire qui s'est déroulé à l'université du Parakou. Les réflexions de cette rencontre scientifique étaient focalisées sur l'urbanisation et le développement en Afrique subsaharienne. Les infos pour démarrer le grand format, je vous l'annonçais il y a quelques minutes, les femmes du bloc républicain de la 16e circonscription électorale ont célébré avec faste la journée internationale des droits des femmes ce samedi 8 mars à Cotonou. C'était le moment idéal pour expliquer tout ce que le président Patrice Talon et son gouvernement ont fait en faveur des femmes. C'est bientôt 10 dernières années. Cyrielle Arwandogbo et Émile Ondeladji sont les initiateurs de ce moment festif, mais également de réflexion. Reportage. C'est une célébration empreinte d'émotion. Ces femmes du bloc républicain de la 16e circonscription électorale ont été entretenues sur les droits et devoirs qui sont les leurs et les différentes mesures du gouvernement en leur faveur. Depuis 2016, nous avons réorganisé et redynamisé les groupements féminins à travers la mise en place d'une plateforme numérique, de recensement, de renforcement des capacités et des appuis en matériel. Au total, près de 4000 groupements actifs ont été recensés et catégorisés sur la plateforme et environ 8500 femmes à travers tout le Bénin ont été formées dans la gestion financière et l'épargne crédit. À l'horizon 2026, le ministère qui s'occupe des affaires des femmes, le ministère des Affaires sociales, ambitionne, a pour projet de poursuivre l'opérationnalisation et la promotion du genre et l'autonomisation de la femme en vue d'accompagner au moins 2000 groupements féminins dans les 77 communes du
Bénin. La création de l'Institut national de la femme, le microcrédit à l'AFIA, la lutte contre les violences basées sur le genre et bien d'autres mesures ont été vulgarisées à travers des sketchs, objectifs atteints selon les organisateurs. Vous pouvez bien le constater, les femmes sont contentes et elles ont aussi beaucoup appris aujourd'hui parce que nous avons profité pour leur faire part un peu de tout ce que le gouvernement est en train de faire et tout ce que le gouvernement projette encore de faire pour les femmes, pour l'amélioration de leurs conditions de vie et aussi pour leur autonomisation. Donc c'est tout à la satisfaction, à notre propre satisfaction, à la satisfaction des femmes et félicitations à notre gouvernement. Elles se disent avoir beaucoup appris des échanges. Entre la femme et l'homme, il n'y a pas trop de différence, mais on sait que la femme doit être soumise à son mari, mais elle peut être aussi dans des activités politiques partout où l'homme peut être, la femme peut être aussi. Ce 8 mars que j'ai passé là, c'est différent des 8 mars que je passais. J'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui que je ne savais pas qu'on faisait pour les femmes. Une cérémonie marquée par des prestations artistiques. Au thème de la cérémonie, des pagnes ont été offerts à chaque femme pour célébrer en beauté cette journée. Une journée qui a été également célébrée en beauté par deux partenaires stratégiques de longue date. Il s'agit de la police républicaine et le projet Enabel à travers une marche suivie d'une séance de travail à Parakou. Cette initiative vise à lever les barrières entourant la fonction policière et à sensibiliser surtout les fonctionnaires de police aux stratégies permettant de garantir les droits des femmes dans l'exercice de leur fonction. Reportage. Cette marche initiée par la police républicaine et soutenue par Enabel à travers le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. De façon spécifique, la police républicaine et le projet Enabel entendent créer une dynamique collective autour de la fonction policière. Notre présence ici ce jour, 8 mars 2025, s'inscrit dans le cadre de cette célébration qui est une occasion majeure de sensibilisation et de plaidoyer pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le monde et en particulier au sein de la fonction policière. Le thème mondial de cette année, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, revêt une importance capitale pour le secteur de la sécurité afin d'identifier et mettre en avant les leviers pouvant rendre la fonction policière attractive et valorisante pour la promotion des droits des femmes, l'égalité des sexes et favoriser l'autonomisation et le leadership féminin. Venus des communes de Cotonou, Parakou, Djougou, Dassa, Bembereke, Kabo, Chikandou dans le Borgou, ces femmes policières, après avoir troqué leur uniforme à ce t-shirt aux effigies de Enabel Bénin, seront instruites sur plusieurs notions relatives à la protection des droits des femmes. La police républicaine, dont l'une des missions fondamentales est d'assurer l'exécution des lois et règlements, reste pleinement consciente du rôle de la femme au sein de l'institution policière. Et c'est à ce titre qu'au nom du directeur départemental de la police républicaine, je voudrais vous dire combien de fois notre institution est fière de nos femmes policières. Je voudrais vous rappeler ces luttes que les femmes ont menées au niveau des États-Unis, dans les pays européens. Les femmes se sont battues, se sont sacrifiées. Les femmes sont allées même jusqu'à observer des mouvements de grève pour permettre aujourd'hui que notre image en tant que femme soit redorée. Lever les barrières qui freinent la féminisation de la fonction policière au Bénin à travers des propositions issues des travaux de groupe entre participants, c'est l'un des principaux objectifs poursuivis à travers cette initiative.
Toujours dans la même ferveur de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, on va revenir à Cotonou pour voir ensemble cette initiative de l'ONG Happy Universe. Elle a organisé à cet effet ce samedi la 2e édition de la GIF, une célébration qui a réuni plus d'une centaine de participants, femmes et hommes, autour de plusieurs activités dont une marche sportive de plusieurs kilomètres et un panel sur l'impact du travail dans la vie de la femme. Reportage. Au petit matin de ce 8 mars 2025, au pied de la statue de Biogera à Cotonou, ces femmes activistes, athlètes et autres exerçant dans divers secteurs d'activité ont massivement répondu à l'appel de l'ONG Happy Universe pour célébrer la femme. Une marche sportive pour commencer la fête en bonne santé, tout comme au cours de l'édition précédente. Chacun y va à son rythme. Environ 20 minutes après le top départ, le peloton marque un premier arrêt devant le monument qui incarne la lutte et la contribution des femmes béninoises à l'histoire et au développement de leur pays. Place à un étirement de quelques minutes avant de poursuivre le trajet vers le point d'arrivée. En gros, c'est 1h15 de marche au cours de laquelle les participants venus nombreux célébrer la femme ont arpenté plusieurs kilomètres avant de se retrouver devant le nouveau siège de l'Institut national de la femme. Waouh, c'était très bien. En tout cas, moi, c'était très bien. J'ai aimé, j'ai bien marché et puis bon, ça va, c'était bien. Toutes les femmes qui ont pris part sont réellement en bonne santé. Et c'est une chose à pérenniser. Il ne faut pas s'arrêter là le 8 mars pour dire oui, on a fait une marche de 1h15. En ce jour spécial dédié aux femmes, où une telle organisation a été initiée, il est normal qu'un homme qui a la tête sur les épaules puisse venir soutenir la femme. Les encourager désormais à faire le sport, à s'investir dans le travail. J'ai remarqué que les femmes sont contentes et même les hommes aussi, pourquoi pas. Et tout le monde était au rythme pour pouvoir célébrer cette journée-là. Tout comme la marche, plusieurs autres pratiques sportives étaient au rendez-vous de cette célébration de la GIF 2025, initiée par l'ONG Happy Universe dans le yoga. Une célébration à travers laquelle les organisateurs veulent passer un important message aux femmes. Il faut qu'on travaille pour pouvoir faire développer aujourd'hui la vie. Ce n'est pas seulement les hommes qui seront au travail aujourd'hui. Il faut que les femmes aussi travaillent. Pour passer le message, l'ONG Happy Universe a initié une table ronde axée sur le thème « L'impact du travail dans la vie de la femme ». Un panel de plusieurs minutes pour entretenir les femmes présentes sur quelques astuces pour tenir et vivre mieux pour soi-même et être important pour impacter positivement sa société. Quoi qui arrive, j'avance et ça doit marcher. Autre sujet de l'actualité à présent, les ministres conseillers nommés récemment se montrent beaucoup plus actifs et vous allez le voir depuis quelques semaines, ils sont en tournée de prise de contact sur le terrain. Narcisse Alossé, dans son reportage qui va suivre, nous donne les nouvelles du ministre conseiller chargé des affaires économiques et numériques. Janvier Yahoudéo était dans les départements du Mono et du Koufo vendredi dernier, occasion pour lui d'échanger avec les élus locaux sur la nécessité de descendre sur le terrain pour expliquer aux populations à la base la gestion qui est faite aujourd'hui des affaires publiques. Reportage. Le Mono, première étape de cette descente du ministre conseiller aux affaires économiques et numériques dans la région du sud-ouest du Bénin. Et devant élus locaux et autres cadres des administrations communales du département, l'autorité évoque la nécessité d'une croisade de sensibilisation à la base sur les réalisations du régime en place. Nous avons au cours de nos enquêtes, les populations bénéficient par exemple, au niveau des filles scolarisées, d'un certain soutien du gouvernement. Et au cours de notre dernière tournée de reddition des comptes, nous avons constaté que tout le monde ne sait pas. Tout le monde n'est pas au courant. Il en est de même pour le projet Azoli. Après le Mono, le Koufo voisin. Ici aussi, le discours a été le même devant cadres techniques et autres mandataires des populations. Il faut parler aux administrés des acquis du régime dit de la rupture. Nous devons expliquer aux populations tout ce que la gouvernance actuelle a pu apporter à notre pays. Ne serait-ce que sur le plan du numérique, quitter Banikwara pour venir chercher son acte de naissance ou son casier judiciaire à Plaroué, c'est pas évident.
ni l'inverse. Aujourd'hui, est-ce que les populations sont bien informées de ces nouvelles facilités qui leur sont offertes? En somme, finir avec le déficit de communication autour des efforts déployés ces dernières années par les gouvernants afin de mieux éclairer la lanterne des populations à la base. Mais il y en a qui sont dans les arrondissements, dans les communes, qui ne savent pas ce qui se passe concrètement sur le terrain. Même des gens du même village ne savent pas que des choses se passent, des choses intéressantes se passent dans un autre village à côté. Et il faut en parler, afin que l'information soit à disposition de tout le monde. Et là, ce faisant, c'est qu'on met fin à l'intoxication. Les logements sociaux, les microcrédits et autres assistances aux couches vulnérables, les infrastructures routières, les écoles, les hôpitaux, les stades, bref, un chapelet de réalisations dans l'agenda pour cette tournée. Après le Mono et le Koufo, Janvier Yawedéou poursuit son périple dans les autres départements du pays. Du Koufo, on va reprendre la direction du Borgou. On y était il y a quelques minutes avec la marche initiée par la police républicaine à l'occasion de la GIF. Alors sachez que bientôt de nouvelles mesures seront prises par l'administration douanière dans le Borgou et l'Albouri afin de lutter efficacement contre la fraude et la concurrence déloyale dans le secteur commercial. C'est un prélude à ces mesures que le directeur régional des douanes pour les deux départements a échangé vendredi dernier avec les opérateurs économiques du secteur. Que peut-on retenir justement de cette rencontre? La réponse dans ce reportage. Recenser les difficultés des opérateurs économiques et proposer des approches de solutions. C'est l'objectif principal de cette rencontre d'échange entre le directeur régional des douanes pour les départements du Borgou et de la Libouri à Rossi-Bléau et les opérateurs économiques du secteur. Elle s'est déroulée en présence du chef service régional de lutte contre la fraude Borgou-Libouri, Rodrigue Alofa, ainsi que le chef brigade douane Parakou Baudelaire Oumanou et les opérateurs économiques en provenance des 4 départements du Nord Bénin. Il a surtout été question au cours de cette séance d'encourager les acteurs à se rapprocher des services douaniers pour mieux s'informer sur les formalités à accomplir dans le but de respecter la réglementation en vigueur. Les agents de douane étant nos partenaires, nous étant opérateurs économiques, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on se concerte. Mais il s'est fait qu'il y a un certain moment où les choses ont commencé par basculer. Bon, ils nous ont posé la question de pourquoi. On a essayé de leur dire que chez nous aussi ça ne marche pas. On a des concurrents là qui ne font pas face à la douane. Donc si eux, ils sont sur le terrain et que nous-mêmes, nous sommes là, nous qui faisons des quittances, on n'est pas les bienvenus auprès des clients qui achètent. Conscients de l'intérêt des différents sujets abordés lors de la séance, les participants ont salué l'initiative. Ils disent reconnaître la place prépondérante de la douane dans la dynamique économique du Bénin. Pour ces derniers, la présente séance marque le début d'un partenariat renouvelé entre la douane et les opérateurs économiques. La douane aujourd'hui, c'est le poumon de l'économie béninoise. Donc, et les douaniers, c'est eux que l'État a assigné pour faire des recettes, pour faire le recouvrement des recettes. Donc en tant qu'acteur et la douane, on doit être en synergie. Cette séance intervient après celle initiée en début de semaine par le directeur régional de la douane pour les départements du Borgou et de la Libouri dans le but de renforcer la mobilisation des unités douanières et impulser une dynamique nouvelle pour une traque plus efficace des fraudeurs. Toujours dans l'actualité avec ce colloque international interdisciplinaire, cette rencontre scientifique a réuni doctorants, étudiants et enseignants, chercheurs venus des universités du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres. L'urbanisation et le développement en Afrique subsaharienne étaient au cœur de ce colloque qu'a abrité l'université d'Abomey-Calavi. Les précisions sont avec Epiphane Chabi. C'est dans cette salle de l'université de Parakou que le colloque international interdisciplinaire de l'Afrique subsaharienne est officiellement lancé. Les participants font l'état actuel des politiques d'urbanisme et des projections. Ce sujet, parce que la science du droit se doit de saisir les phénomènes sociaux qui se développent sous ses yeux. Et la problématique que pose aujourd'hui
l'urbanisation, très poussée, nous interpelle. Elle convoque non pas que la science du droit, mais bien la science en général. Présent également à ce colloque, le doyen de la faculté des droits et sciences politiques de l'université de Parakou pense que cette rencontre apporte des réponses à certaines interrogations liées à l'urbanisme et aux droits des habitants de la ville. L'urbanisme transforme le monde. Comment peut-on aborder, par exemple, des politiques d'urbanisme, de territoire, de développement sans un éclairage scientifique? Comment peut-on améliorer l'anticipation et la gestion des crises urbanistes et des territoires sans un appui technique ou scientifique? Comment on peut enfin participer au débat démocratique sans savoir mieux y intégrer les données issues de la recherche? Ce sont des questions qui animent aussi notre démarche de rapprochement avec le monde politique. Je reste convaincu que ces 2 journées d'échange vont nous permettre de prendre du recul, de la hauteur et de l'épaisseur intellectuelle sur des sujets aussi passionnants, tout aussi bénéfiques pour les uns comme pour les autres. Placé sous le thème « Urbanisme, territoire et développement en Afrique subsaharienne francophone », les échanges s'articulent autour de 4 panels. Le comité d'organisation a reçu une 50aine de communications venues de par le monde. Ceux-ci ont été répartis en 4 panels. Panel numéro 1, urbanisme, normes et régulation. Panel numéro 2, urbanisme et structure. Panel numéro 3, la fabrique des villes. Panel numéro 4, les enjeux autour de la ville. Ce colloque scientifique prend fin ce vendredi par une série de recommandations portant sur les défis de l'urbanisation dans les villes. On va rester encore pendant quelques minutes à Parakou pour faire le point de la cérémonie de lancement du plan national quinquennal de prévention et contrôle des infections 2024-2028. C'était mardi dernier dans cette cité des Kobourou. Le document réalisé par le ministère de la Santé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé sert de boussole dans la lutte pour la sécurité des soins au niveau des établissements sanitaires. La cérémonie a connu la présence de plusieurs cadres du ministère de la Santé, des partenaires techniques et financiers ainsi que des directeurs d'hôpitaux. Également, donc, on a noté la présence des professionnels de la santé. C'est un reportage signé Jacques Degby. Contribuer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et services à travers la lutte contre les infections associées aux soins au Bénin, c'est l'objectif de ce plan quinquennal de prévention et contrôle des infections. Un document dont la réalisation est partie des études selon lesquelles les taux d'infection au niveau des établissements sanitaires sont largement au-dessus de la moyenne. 16 à 19%, c'est beaucoup. Il est important que nous descendions jusqu'à moins de 2%, c'est l'objectif. Parce que les 16 à 19% en donnent des conséquences très graves, notamment en termes de mortalité maternelle, en termes de mortalité néonatale, en termes de morbidité au sortir des blocs opératoires, c'est un problème. Un problème auquel il était plus qu'urgent de trouver une solution. Au Bénin, des études ont montré que ces infections représentent la 3e cause de mortalité maternelle, la 2e cause de mortalité néonatale précoce et la 1re cause de morbidité post-opératoire. La majorité de ces maladies et de ces décès sont évitables et interpellent donc notre conscience individuelle et collective. L'Organisation mondiale de la santé s'engage fermement à poursuivre son soutien au pays pour la prévention et le contrôle des infections. Nous continuerons à mettre à votre disposition l'expertise technique nécessaire afin de renforcer les capacités locales. Le PCI 2024-2028 est le fruit de plusieurs mois de travail acharné avec les experts de l'Organisation mondiale de la santé, de médecins sans vacances et des professionnels de santé du Bénin. Ce plan représente une étape décisive de franchie dans l'engagement collectif pour la sécurité des soins au Bénin. Ce plan contribuera, j'en suis convaincu, nous en sommes convaincus au niveau de la DGMHED, ce plan contribuera à améliorer la qualité des soins et la sécurité des services dans nos différentes structures hospitalières. Mesdames et messieurs les professionnels de santé,
je voudrais vous exhorter, en votre qualité d'acteurs principaux, au premier plan, à vous approprier ce document et vous investir dans la lutte contre les infections associées aux soins, à vous former aux bonnes pratiques d'hygiène et à les appliquer rigoureusement au quotidien. La cérémonie s'est achevée par une remise symbolique des documents aux participants. Aussi, ces derniers ont-ils été outillés sur le contenu du plan de prévention et contrôle des infections. Fin de la première partie du grand format, c'était le point de l'actualité chez vous. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore plusieurs rendez-vous à suivre. Le plateau invité va commencer avec la journée internationale des droits des femmes célébrée ce 8 mars. Quels sont les acquis et les défis au Bénin et quelle est la place de la femme sur la scène politique? Elle va nous le dire dans quelques instants. Christelle Hondonubo est femme politique et présidente de la Dynamique. On va l'installer avec Actu sur le net. Réalisation Florence Boussa. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui chaque semaine vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Mathéo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sorti d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Moi, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir, Et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 mars 2025, 6 personnes ont péri dans un accident causé par l'essence de contrebande. Le drame s'est produit à Pobé, dans le département du Plateau. À l'origine de l'incendie, 2 camions. Alors que le premier camion franchissait une montée au quartier Fao dans la commune de Pobé, il s'est mis brusquement à faire marche arrière et a heurté violemment un second camion chargé d'essence. Le choc a provoqué une explosion, embrassant les 2 camions et les maisons environnantes. Conséquence, 6 blessés et d'importants dégâts ont été enregistrés. Cet incendie, un énième en cette année, n'a pas laissé indifférents les internautes. D'abord, le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadji, a exprimé sa compassion envers les familles endeuillées. Il a déploré le non-respect des mesures de sécurité concernant le transport de produits inflammables ainsi que du code de la route et a souligné la destruction des infrastructures routières publiques. Il a appelé les usagers à prendre conscience de leurs responsabilités, soulignant que chacun doit prioriser la sécurité routière afin d'éviter de tels drames à l'avenir. Des Facebookers ont également réagi. Les autorités doivent prendre des réglementations strictes, sinon ces catastrophes vont continuer. Il ne faut pas aller chercher loin les causes de ce malheur. C'est le paillot, l'essence de contrebande et l'incivisme. Ces 2 éléments conjugués ont provoqué le drame, a fait savoir un internaute. Autre sujet qui a tenu le haut du pavé cette semaine sur la toile. Une femme enceinte a été césarisée dans une clinique
pour la sauver d'une parturition qui se compliquait, mais malheureusement, elle perd le bébé. Son mari décide alors de la sortir de la clinique contre l'avis des soignants et de rentrer avec elle. À la maison, la santé de la femme se dégrade alors qu'il aurait choisi de la conduire cette fois-ci chez un guérisseur traditionnel. Et c'est là-bas que la femme rendra l'âme. Les internautes ont commenté cette actualité. C'est une terrible tragédie. Une femme a perdu la vie après avoir déjà perdu son bébé. Elle laisse derrière elle 4 enfants. Cette histoire soulève une question importante. Combien de femmes doivent encore souffrir avant que cela ne change? Gratuité de la césarienne au Bénin dans les hôpitaux de référence. Et pourquoi a-t-il choisi un guérisseur? Que le mari soit poursuivi et qu'il assume la conséquence de ses décisions. Le guérisseur et le mari de la défunte doivent subir la rigueur de la loi. Quatre corps d'enfants sans tête ont été retrouvés desséchés derrière la morgue du Centre national hospitalier et universitaire le jeudi 27 février dernier. Ce sont des agents d'entretien en plein ménage aux abords du site qui ont fait cette découverte macabre avant d'alerter les autorités. Pour l'heure, l'origine de ces corps reste inconnue. Pour la plupart des internautes, il est nécessaire d'installer des caméras de surveillance. Sur les réseaux, le jeune homme, encore mineur, qui a écrit, je cite, « Patrice Talon est un anarque », fin de citation, a présenté ses excuses sur sa page Facebook. « Je passe sur cette toile pour justifier mon absence. D'abord, je tiens à remercier l'État pour m'avoir fait clémence. Il fut un temps où j'ai fait une publication qui n'est pas du tout conforme au règlement intérieur du pays et j'ai traité le président Patrice Talon d'anarqueur. Après ma publication, j'ai été invité et présenté au procureur à la criette. Franchement, je regrette énormément mes actes et dès maintenant, je ne le referai plus jamais. J'aimerais remercier la justice pour la clémence dont j'ai fait l'objet et je représente également mes excuses au chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Et enfin, j'aimerais conseiller mes jeunes frères de ne pas s'égarer comme moi et je veux qu'ils prennent mon cas comme exemple à suivre, puisque ce n'est pas digne d'une personne. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, c'est le thème de l'édition 2025 de la Journée internationale des droits des femmes, journée célébrée ce samedi à travers le monde. Le Bénin n'est pas resté à marge de l'événement. Cette célébration est une occasion pour célébrer les avancées des droits des femmes. Qu'en est-il au Bénin? Quelle est la place de la femme sur la scène politique? C'est une femme politique qui prend la parole sur le plateau du grand format, Madame Christelle Rondonoubo Alioza, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Alors, quel est le sens que vous autres, vous donnez à la célébration de la GIF? Avant donc d'aller à la réponse à la question, je voudrais avoir une pensée pour ces femmes qui ont eu la chance de fêter le 8 mars en 2024 et qui aujourd'hui n'ont pas cette possibilité, c'est-à-dire des femmes qui nous ont quittés. Je voudrais avoir une pensée pour ces femmes qui ont perdu la liberté et qui fêtent aujourd'hui. Je voudrais aussi avoir une pensée pour ces milliers de femmes qui sont dans des zones de guerre, de combat, des zones terroristes et qui luttent contre vents et marées avec les enfants pour survivre. Je voudrais avoir une pensée pour ces femmes et souhaiter une bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent actuellement et leur dire mon admiration par rapport à ce que nous représentons de part et d'autre au sein donc de nos communautés. Ceci étant, je voudrais juste rappeler que la Journée internationale de la femme est une journée en fait de rappel des engagements pris en faveur donc de l'épanouissement, en faveur donc du règlement des questions essentielles qui touchent la femme.
c'est une journée de bilan et peut-être même de prise d'autres engagements pour aller de l'avant et porter la femme dans une position où elle puisse valablement accompagner l'action communautaire, l'action sociale, l'action républicaine aux côtés des hommes pour un mieux-être, un mieux-vivre au sein donc de la communauté. Donc c'est une journée de rappel des engagements, c'est une journée de bilan, c'est aussi une journée d'interrogation. Est-ce que les engagements pris, est-ce que les méthodes de gestion, de mise en œuvre sont les meilleures? Que faisons-nous pour offrir plus de possibilités donc à la femme, c'est-à-dire la jeune fille qui devient femme demain, la femme aujourd'hui qui se bat donc au quotidien? Alors, selon vous, est-ce que la femme rurale se retrouve donc dans cette célébration? Forcément que la femme rurale se retrouve dans la célébration. La femme rurale se retrouve dans la célébration d'autant plus que tout au long de l'année, les pouvoirs publics, le gouvernement, les ministères sectoriels, les ONG, les institutions mènent des activités en direction de toutes les couches de notre société. Et en l'occurrence, les femmes rurales. Vous n'avez pas idée en fait de l'investissement qui se fait au niveau donc des communautés en ce qui concerne les femmes, déjà par le gouvernement à travers plusieurs projets. Certains sont connus de nous, d'autres par contre ne sont pas connus parce qu'on n'a pas suffisamment communiqué autour. Et donc la femme rurale a l'attention des pouvoirs publics, du gouvernement et d'autres institutions à travers plusieurs projets. La question que vous posez, c'est est-ce que le 8 mars est fêté avec la femme rurale? La femme rurale sait que le 8 mars est décrété comme journée internationale de la femme. Une journée où on regarde quelles sont ses conditions dans son milieu rural. Est-ce qu'on prend en compte ses déshydratats, les difficultés auxquelles elles sont confrontées? Est-ce qu'on prend ces problèmes en charge? Aujourd'hui, la célébration se décentralise. Et vous verrez que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau de la société civile, comme au niveau même des acteurs politiques, la célébration se décentralise vers la base, vers la femme rurale. Ce n'est pas que la femme rurale qui se trouve au sein de nos communautés. C'est vrai que c'est la couche la plus importante. Et quand on va vers eux, on pourra le voir tout à l'heure, la célébration prend plusieurs formes. Au niveau national, vous verrez qu'il y a eu le vendredi dernier, d'ailleurs, avec les femmes en responsabilité dans le pays, le lancement des activités entrant donc dans la commémoration du 8 mars. Par le passé, c'est peut-être une seule activité qu'on fait et puis on laisse. Mais aujourd'hui, c'est le lancement des activités. Donc cela suppose qu'on a lancé au plan central à Cotonou avec les élites, si on peut le dire. Mais par la suite, les élites, par rapport à leur position, par rapport à leur domaine, se portent donc sur le terrain et va vers les différentes catégories de femmes pour parler avec elles du 8 mars. Et chacun choisit ses thèmes, ses angles pour pouvoir faire la fête, fêter la fête avec les femmes. D'accord. Cette journée est une occasion pour célébrer les avancées, donc les actions prises en faveur des femmes au Bénin. Est-ce qu'il y en a eu? Quels sont les acquis qu'on peut noter déjà ces dernières années? Mais je pense qu'au niveau du Bénin, nous pouvons voir à 3 niveaux les avancées que nous avons. Nous avons le premier niveau où nous avons eu énormément de réformes structurelles, juridictionnelles, juridiques, etc. pour permettre de régler certains problèmes majeurs ou certaines difficultés majeures de la femme. Et donc quand je parle de ces décisions, nous avons légiféré, nous avons eu des décisions fortes au plan politique, nous avons eu la mise en place de certaines structures, c'est le deuxième niveau, pour mettre en œuvre les décisions, mettre en pratique les actions. Et donc, nous avons des structures qui ont été mises en place. L'Institut national de la femme a été renforcé. Et d'ailleurs, l'inauguration du siège a été faite, ce qui donne une meilleure visibilité donc à cette structure. On va en reparler parce que j'estime modestement que l'Institut national de la femme doit devenir dans quelques mois, dans quelques années, la machine de l'État en matière de gestion des questions liées à la femme dans notre pays. Et donc, par rapport à cela, il va falloir faire un bilan structuré, donner plus de moyens, que ce soit au plan humain, au plan financier, etc. Et ouvrir d'autres départements au sein donc de l'Institut avec des antennes bien précises dans nos départements
qui puissent être les bras armés de l'Institut national. On va revenir sur cette question. D'accord. Et donc, nous avons des structures, comme je le disais, il y a les décisions, on a légiféré, on a mis en place les structures et on est allé vers les actions. Et en matière d'action, quand vous prenez le secteur qui concerne le secteur de ma sœur, Madame Véronique Toynfodi, nous avons énormément de projets qui permettent d'aller vers la femme, vers la jeune fille, toucher la femme dans ses problèmes au quotidien, toucher la jeune fille dans ses problèmes au quotidien. Au niveau du secteur de l'éducation, le gouvernement du président Talon a pris des décisions qui permettent aujourd'hui de maintenir déjà les filles à l'école dans leur cursus et qu'elles finissent et qu'elles aient les moyens d'y rester et qu'à la fin peut-être du cursus scolaire, qu'elles aient la possibilité d'aller vers des secteurs porteurs, des secteurs pointus dans lesquels nous ne trouvions pas les filles, les jeunes filles. Et ça, c'est une approche que nous devons apprécier, encadrer et encourager, ce qui permet fondamentalement de former la grande dame de demain par les jeunes filles dans des secteurs porteurs pour demain. En matière d'éducation, au niveau même de la législature, on a dit qu'on a légiféré, on protège un peu plus les femmes contre les abus. Je ne veux pas citer les abus, mais il y en a de différentes sortes. Mais il y a des textes et des lois aujourd'hui qui protègent les femmes contre les abus. Et quand on fait le point lié, le ministère de la Famille et l'Institut national de la femme ont fait quelques bilans le vendredi dernier. Et nous pensons quand même qu'il y a eu des avancées. Mais quand on considère le problème de la femme, les questions liées à la femme, on se dit, malgré les résultats que nous avons, malgré les efforts qui ont été faits, beaucoup de choses à faire, il y a qu'il faut continuer dans l'effort. Donc les défis qui restent entiers. Les défis qui restent entiers, le défi de l'éducation, de l'instruction de la jeune fille, de l'encadrement que nous portons à la jeune fille, au niveau de sa santé, de son vivre ensemble, de la qualité de sa vie. Parce que quand aujourd'hui vous mettez tous les moyens pour permettre à la jeune fille d'être instruite, d'aller à l'école, d'être bardée de diplôme, et que quelques années après, où elle devait se mettre à la disposition donc de sa nation, vous constatez que c'est une dame, jeune dame défaillante, l'État aurait perdu, la République aurait perdu. Et donc le défi en matière d'éducation, ça, l'éducation, l'instruction, mais en matière d'information, de sensibilisation, de formation, parce que c'est différent. Aller à l'école, avoir les diplômes et sortir en tant que diplômé, c'est différent d'être une femme formée, sensibilisée, forgée. Et donc, à côté de l'éducation formelle, nous devons avoir des fenêtres que nous devons ouvrir, surtout aujourd'hui quand nos enfants sont ancrés à certaines pratiques, sont sur Internet. Un peu comme ce qu'on a suivi. On a suivi tout à l'heure ce garçon qui est venu présenter des excuses. Nous, on discutait en disant que c'est une question d'éducation. Et donc, les parents doivent savoir qu'il ne suffit pas seulement d'aller le matin, de revenir le soir, d'aller chercher de l'argent. Offrir aux enfants la meilleure formation qu'il faut, mais après les formations formelle à l'école, à l'université, il y a l'autre formation qui permet à la femme de devenir la grande dame, qui puisse assumer des responsabilités et faire avancer les choses. Et donc, il faut que nous pensions à cette étape. L'autre chose à laquelle il faut penser, qui est importante, c'est la santé de la femme. Comment est-ce que nous nous occupons de la santé de la femme, la santé déjà de la jeune fille, l'hygiène corporelle de la jeune fille, l'hygiène en ce qui concerne de façon globale la vie de la femme. Nous faisons et puis nous essayons de faire des actions même en ce qui concerne certaines maladies qui touchent véritablement les femmes, qui aujourd'hui commencent par toucher les jeunes filles dans les collèges, les lycées et les universités. C'est quoi le plan, le programme que nous mettons en place pour anticiper sur ces questions? Et par la suite, on parlera d'autonomisation. L'autonomisation de la femme ne doit pas seulement être une autonomisation, une autonomie financière ou économique. Que faut-il faire? Qu'est-ce que nous faisons pour permettre à la femme d'avoir une autonomie en matière psychologique, en matière émotionnelle? Qu'est-ce que la jeune dame qui est en bonne position au sein de la République, qui doit aller travailler, quel est le rendement
qu'on peut avoir si c'est une femme à la maison qui émotionnellement n'est pas stable, qui psychologiquement n'est pas stable. Et donc, comme la République le fait et que nous accompagnons les violences faites aux femmes, nous devons aussi agir sur ces violences. Et ce n'est pas que les violences physiques qui font des ravages au sein des femmes. Il y a d'autres formes de violence qu'il faut aller voir. Donc, il y a tout un paquet quels sont, de votre point de vue, les obstacles donc à l'émancipation ou à l'épanouissement de la femme? Écoutez, quand on commence par parler des obstacles, on se perd. Oui. Et nous sommes à une étape, nous sommes à un tournant de la vie, de la construction donc de notre vie en société, où il faut peut-être essayer de contourner les obstacles. Il y a des obstacles sur lesquels nous ne pourrons jamais agir. Si nous nous mettons à agir sur ces obstacles, nous perdrons du temps et nous organiserons des animosités autour de nous. Ce qu'il faut faire, c'est contourner les obstacles. Nous sommes dans une société qui avait ses pratiques, qui avait ses règles, etc. et qui systématiquement même refusait certaines choses à la femme. Pour agir, il faut contourner, il faut sensibiliser, il faut parler avec les acteurs. D'où en fait le rôle important que doivent jouer les hommes dans cette lutte. Cette lutte ne peut aboutir, ne peut donner de résultats avec que les femmes. Ce serait en complicité avec les hommes. Et d'ailleurs, quand vous regardez tout ce que nous avons eu comme acquis ces derniers temps, les décisions que nous avons eues en faveur des femmes, qui sont ceux qui prennent ces décisions? C'est encore les hommes. Et donc, ceux qui accompagnent les femmes, c'est les hommes. Et donc, on ne devait pas nous imaginer, en fait, dans une relation conflictuelle, hommes et femmes, et dans une république de femmes. D'accord. Vous êtes femme politique, hein, je le disais, sans doute, on va dire, un modèle donc pour certaines filles et même des femmes. Qu'est-ce qui motive votre engagement politique? Écoutez, l'engagement politique peut être motivé par plusieurs facteurs. Il y en a pour lesquels l'engagement politique est peut-être motivé par, ou est synonyme de partage peut-être d'un bien matériel. Il y en a pour lesquels l'engagement politique relève d'une question identitaire, etc. Mais à mon niveau, l'engagement politique relève d'abord de la nécessité d'être au service. Le service, d'être à la tâche, d'être engagé. Ça relève aussi de cette envie, de cet engagement d'entraide en fait désintéressée. Et ça relève aussi de la responsabilité, assumée, de l'audace assumée en posant des actes, en allant vers les autres. Et surtout, ça relève de cette envie de camaraderie, d'être en adéquation avec les modèles, les valeurs que moi je prône, qui peut-être sont partagées par d'autres. Et pour partager ces valeurs, il faut que je puisse aller vers les autres, que je puisse leur parler. Il y en a qui pensent qu'elle est politique et elle est politiquement activiste. Et je dis, c'est vrai que ça ne date pas d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, ça date d'il y a une trentaine d'années, et que déjà même ceux avec qui j'ai été à l'école, à partir du primaire, en passant par le lycée, à l'université, comprennent bien mon engagement et savent que c'est un engagement personnel. Et la dernière chose, quand vous avez eu la chance ou la malchance de vivre dans certains milieux et que vous, en tant qu'enfant, vous avez eu la chance d'avoir les moyens de vivre plus ou moins modestement et que juste à côté, quand vous tournez votre regard, vous constatez qu'il y a d'autres enfants qui manquent du minimum, du strict minimum, vous vous dites qu'il y a un combat à faire. Il y a un combat dans lequel vous devez vous mener, vous porter avec beaucoup d'audace responsable, en vous disant que, en tendant la main aux uns et aux autres, que ensemble vous pouvez régler certaines questions. D'accord. Un débat qui a été jeté comme ça dans la faveur de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le Bénin a-t-il besoin des femmes de pouvoir ou d'influence? Je ne sais pas d'où sort ce débat. Et je ne sais pas ce que vous y mettez. Qu'est-ce que vous mettez dans femmes d'influence et dans femmes de pouvoir? Ce que moi je voudrais juste dire, qu'il y a quelques années, une cinquantaine d'années, nous avons constaté
tous ensemble que la femme au sein de la cité, dans la gestion de la cité, avait besoin d'avoir un peu plus de place. Et d'où les différentes luttes menées par des aînés à nous, des années durant, des luttes que nous, certaines générations, nous avons reprises et qui nous ont amené, qu'on le veuille ou non, vers certains acquis, certains résultats. Et donc, pour moi, aujourd'hui, la question du pouvoir et la question d'influence ne devait plus se poser parce que la femme, aujourd'hui, en 2025, ne saurait plus se mettre dans une position d'influence. Si elle se met dans une position d'influence, c'est que nous remettons systématiquement en cause les différentes luttes qui ont été menées par les femmes, même par les hommes avec les femmes, pour que nous ayons des acquis. Première chose, doit prendre le pouvoir. Laissez-moi finir. Oui, allez-y. Deuxième chose, nous aurions remis en cause cette bienveillance de la République vis-à-vis de la femme béninoise engagée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous disons aujourd'hui que nous voulons nous mettre dans un rôle d'influence, c'est que nous voulons accompagner. Et donc, nous faisons déjà un faux débat par rapport à nos objectifs. Et l'État béninois qui a compris, le gouvernement qui a compris, la République qui a compris à un moment donné que les femmes ont fait beaucoup de combats. Mais à l'aune des résultats, nous avons beaucoup à faire. Et que ce qu'il faut faire, c'est que la République accompagne les femmes avec des mesures spéciales. J'appelle ça mesures spéciales, ce qu'on appelle des mesures discriminatoires, des mesures spéciales pour permettre une meilleure présence des femmes au poste de décision ou dans les instances de prise de décision ou les mettre à l'exercice donc du pouvoir. D'où notre République elle-même travaille à nos côtés pour nous sortir du rôle d'accompagnatrice, c'est-à-dire d'influenceuse, dans un rôle d'apprentissage et d'exercice du pouvoir. Et le général Mathieu Kérékou, paix à son âme, lors de la conférence nationale des forces vives de la nation, disait une phrase que j'aime bien. Il dit, si vous voulez, nous pouvons vous faire appel et vous allez venir faire l'exercice de la gestion de la chose publique, de la gestion du pouvoir. Aujourd'hui, notre République nous a donné la main et nous porte à travailler pour l'exercice de la chose publique, c'est-à-dire du pouvoir. Si sur le chemin, nous-mêmes en tant que femmes, nous disons nous préférons notre rôle d'influenceuse, c'est-à-dire que nous devenons des spectatrices au stade dans un match de football et nous sommes là, nous engageons les joueurs, allez jouer, faites ci, faites ça, et que nous refusons nous-mêmes d'être joueuses à un moment donné, ça pose un problème. Et ça posait aussi un problème, je ne pense pas que, dites-moi, M. Bouquet, parce que je ne sais pas d'où sort ce débat, je ne pense pas que des femmes qui sont restées dans l'engagement, que ce soit l'engagement politique, que ce soit l'engagement social, l'engagement économique, des femmes qui sont restées dans l'engagement soutenu, aujourd'hui reviendront dans un débat où il faut contraindre la femme dans le rôle d'accompagnement. C'est différent, je voudrais être clair, c'est différent d'un combat entre hommes et femmes. Quand les hommes vous tendent la main, je pense qu'il faut prendre et aller vers l'apprentissage. Celles qui pensent qu'aujourd'hui, c'est dans l'apprentissage qu'elles doivent se mettre, il faut qu'elles se mettent dans l'apprentissage. Et celles qui pensent qu'elles ont dépassé l'apprentissage, qu'on puisse les appeler donc à la gestion du pouvoir. Dans l'un ou l'autre des cas, même si vous parlez d'influence, si de façon solitaire, vous faites une influence et que vous vous retrouvez dans une position de gestion, c'est que vous êtes dans une position de gestion de pouvoir. Mais quand vous êtes dans un processus d'influence, que vous allez dans la gestion du pouvoir, vous n'avez plus le pouvoir à gérer. Vous êtes juste en position. D'accord, on aura compris. Une dernière question pour vous. Qu'est-ce qui justifie votre engagement également aux côtés des filles à travers la dynamique Char? C'est ce qu'on disait au début de notre débat tout à l'heure concernant l'éducation de nos enfants de façon générale et l'éducation des filles. Cela est parti d'un constat que nos jeunes filles, dans les collèges, dans les lycées, voire même dans les universités, sont abandonnées et qu'elles ne sont pas formées, ni informées, ni sensibilisées sur certaines questions cruciales qui concernent le bien-être même de la femme.
Et tout à l'heure, nous avons évoqué l'hygiène corporelle de la femme. Nous avons évoqué l'hygiène menstruelle de la femme. Où dans des collèges, vous regroupez 500 filles. Et sur les 500, vous leur demandez si une seule fois elles ont parlé de leur menstru avec leurs parents, surtout avec leur mère, et que sur 500, il n'y a que 10 qui vous disent une fois on en a parlé. D'où les grossesses en milieu scolaire et universitaire, d'où les maladies sexuellement transmissibles, d'où cette déperdition que nous observons au niveau donc du milieu scolaire et universitaire. Nous nous sommes dit que nous pouvons nous mettre aux côtés déjà du gouvernement qui le fait et le fait à travers certaines structures, aux côtés d'autres institutions et d'autres organisations, et que si nous sommes nombreux sur le terrain, nous pouvons accompagner et tirer sur la sonnette d'alarme pour dire aux uns et aux autres qu'il ne suffit pas seulement que nos enfants aillent à l'école, que nous avons besoin aussi de régler certaines questions avec ces enfants. Et c'est aussi valable sur les questions de santé. Aujourd'hui, dans nos universités, dans nos collèges, nous avons eu certaines questions de santé qu'il faut régler. Et je voudrais finir sur cette question en vous faisant un rappel. Oui. Nous, dans les années 80, on va aller très rapidement. Dans les années 80, dans les collèges, par exemple, ou les lycées, il y avait cette visite médicale qui se faisait de façon systématique et périodiquement à tous les élèves. Ça permet de détecter les mieux signes des maladies, de certaines maladies, et on appelle la responsabilité des parents. Je pense que l'État a tellement de priorités, oui, mais il y a que certains aspects de la question concernant la santé des enfants à l'école, ces questions-là doivent être revues. D'accord. Merci à vous, Madame Christelle Hundonbo Alioza, femme politique et présidente ou coordonnateur, coordonnatrice de la Dynamique CHA. Bonne suite de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2025. La célébration se poursuit, non? Bien entendu que la célébration se poursuit et que chacun aura l'occasion de faire des activités qui puissent impacter les femmes de part et d'autre. D'accord, très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va garder la même position pour sur le prochain invité avec qui nous allons parler d'un autre sujet. Il s'agit du secrétaire général de l'Union islamique du Bénin. On va installer avec ceci. Votre émission de divertissement démarre désormais. Sachez que nous allons prendre ensemble ce rendez-vous mercredi, jeudi et vendredi à partir de 12h sur les antennes de Canal 3 Bénin, mi-journée. Et puis nous allons nous amuser, histoire de commencer la deuxième partie de la journée en pleine beauté. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Le doyen Jean-Louis Azé. Bonjour à toute l'équipe de production et de diffusion. Et merci et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Alors, Naye Bodito, aujourd'hui pour vous, quand on parle de culture, c'est quoi? C'est l'essence qui aide à se connecter aux sphères que nous ne voyons pas. Simplement que c'est Bandito, si vous êtes d'accord de vous faire appeler Bandito. Petit bandit, c'est bon? C'est mon voyou trop. Quand vous entendez Ablavi chanter, quand elle fait de la capella, je lui dis souvent, mais on a fait de la chorale. Pourquoi tu ne sors pas quelque chose, un opus? Pourquoi tu chantes pas? Elle dit non, Dada, je vais attendre un peu. Ça casse, et d'un coup je me casse. On se donne rendez-vous mercredi prochain avec beaucoup de chaleur. Portez-vous bien, au revoir. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non,
vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit, donc jeudi dernier? Constatez que le président de la République aussi était dans le marché de Porto Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même si nous sommes dans le mois de Ramadan, c'est le mois par excellence, c'est le mois saint par excellence pour les fidèles musulmans qui accomplissent ce pilier de l'islam avec dévouement. C'est dans ce cadre que l'Union islamique du Bénin initie la foi, la foi islamique du Ramadan. Son secrétaire général est avec nous sur le plateau du grand format, El Khalifa Abdel Jalili. Donc Youssouf, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. La foire islamique du Ramadan, c'est quoi? La foire islamique du Ramadan, c'est une initiative de l'Union islamique du Bénin pour promouvoir d'abord la culture islamique pendant le mois de Ramadan et aussi promouvoir les artisans locaux et également les entreprises. Et un peu pour dire qu'il faut faire le lien, nous avons choisi de faire le lien entre le spirituel et l'économie. D'accord. Et comment est-ce que les fidèles musulmans peuvent-ils participer justement à la foire? Oui, la foire elle est ouverte, elle n'est pas payante. Et donc, elle se déroule dans la ville de Cotonou. Et tous les fidèles musulmans, grands, petits, tout le monde est invité à y participer et donc c'est sans condition et ça se passe de 8h du matin jusqu'à 22h et donc il y a la possibilité pour tout musulman qui vient au moment de la rupture du Coran et du jeûne de mettre la main à la pâte puisque c'est un mois de solidarité et comme vous le savez et donc nous avons aussi des lieux qui sont réservés pour les prières et les prêches et également des conférences, des thématiques qui sont bien développées. Les non-musulmans peuvent-ils... Évidemment, c'est pour faire connaître l'image de l'islam. La culture islamique est sortie de la mosquée vers la rue et donc à la population pour montrer la vraie image de l'islam. C'est également un espace d'apprentissage des pratiques islamiques. Que peut-on apprendre sur place? Sur place, vous savez, il y a des thématiques telles que sur la foi, le vivre ensemble, la solidarité et plein d'autres thématiques qui sont développées. Nous avons environ 3 conférences par jour. Je viens de quitter là la conférence en Dindi, c'est fait en langue locale, en langue française. Et donc le matin de 10h à 11h. Et dans l'après-midi de 14h à 16h et celle du soir à partir de 17h qui est bouclée par la rupture du jeûne. D'accord. Quelle est, on va dire, la richesse de la culture islamique qu'on doit connaître? Oui, c'est essentiel, c'est beaucoup de choses, mais on peut retenir essentiellement d'abord la solidarité pendant le mois de Ramadan. C'est très important. Vous allez voir à l'heure de la rupture du jeûne, pauvres, riches, tout le monde dans l'humilité se mettent ensemble pour rompre le jeûne et ils se mettent ensemble également pour faire la prière du jeûne et aussi les prières nocturnes. C'est un enseignement qui doit nous inspirer parce que cela ne doit pas s'arrêter seulement pendant le mois de Ramadan, ça doit pouvoir continuer. La deuxième leçon, c'est la générosité, le partage. Vous voyez, pendant le mois de Ramadan, le pauvre est appelé à venir en aide. Je dis le riche est appelé à venir en aide aux pauvres. Et il est dit par le prophète Mohammed que quiconque qui aide le jeûneur à rompre son jeûne, il aura une récompense équivalente à celle de celui qui a jeûné lui-même. Donc, c'est une incitation à ce partage. Troisième chose, c'est qu'il faut retenir que le mois de Ramadan est un mois essentiellement de consommation.
Cela ne voudra pas dire que celui qui jeûne consomme, mais il aide aussi d'autres personnes à consommer. Et donc, c'est le moment pour nous de promouvoir la consommation locale et également tout ce qui est produit par nos agriculteurs et les artisans et j'en passe. Je voudrais aussi souligner un autre aspect de la chose, c'est que le mois de Ramadan, c'est aussi comme un pont entre le ciel et la terre. Ça nous permet de nous élever spirituellement et donc avoir de très bons comportements. Donc le mois de Ramadan, la richesse, c'est que cela, sur le plan moral, ça nous permet de nous élever et de partir encore à nouveau vers un comportement vraiment exemplaire. Et comment le Ramadan peut-il être un tremplin pour promouvoir les valeurs islamiques? Oui, le mois de Ramadan, c'est un moment où tout le monde est retenu et attentionné pour apprendre. C'est comme une école, pour apprendre, pour se discipliner. Et donc, et comme cela ne doit pas s'arrêter pendant le mois de Ramadan et que ça doit pouvoir continuer après, ça devient alors un tremplin et pour promouvoir les valeurs de l'islam telles que la vérité et telles que aussi le respect du temps. Il y a également, je viens de le souligner tout à l'heure, la solidarité, il y a la générosité, le partage. Vous savez, c'est pendant le mois de Ramadan qu'on fait la sadakat, et c'est aussi le mois de la zakat al-fitr, c'est-à-dire on vient en aide aux pauvres afin d'amener tout le monde à la table. Et aussi, je le disais tantôt, le mois de Ramadan, il n'y a pas de riches qui dort alors qu'il y a des pauvres autour qui ont le ventre creux. Bien sûr. Voilà. D'accord. En quoi donc la foi contribue-t-elle au développement de l'économie locale? Oui, et parce que le commerce cette fois-ci, ou alors l'économie se fait de façon éthique, de façon éthique et de façon juste également. Et donc, pendant le mois de Ramadan et au cours de notre foi que nous organisons ici, c'est que tout se fait, ce n'est pas l'esprit de gagner qui prime et qui prédomine, mais c'est plutôt l'idée de faire tout dans la justesse et de consommer ce qui est halal. Et donc vous allez voir à la foire islamique que l'Union islamique du Bénin organise, que tout se fait dans la justesse. On ne cherche pas à gruger et il y a la crainte. Et donc cette foi-là permet aux commerçants d'avoir une éthique et un comportement, c'est-à-dire juste, et ça lui permet également de continuer ainsi tout le long. Donc la foi vient ainsi influencer l'économie. D'accord. Dernière question pour vous. Quelle relation l'Union islamique du Bénin entretient-elle avec la Fondation Malem Hossou? La Fondation Malem Hossou, c'est l'une des associations affiliées à l'Union islamique du Bénin. Vous savez, l'Union islamique du Bénin, c'est des individus et c'est aussi des personnes morales. Et donc, la Fondation Malem Hossou, elle occupe une place très prépondérante au sein de l'Union islamique du Bénin. Elle est l'une de ces associations de l'Union islamique qui sont très actives et qui apportent beaucoup de soutien à l'Union islamique du Bénin. Je peux vous dire qu'elle a contribué beaucoup à la réalisation et de la foi que nous sommes en train d'organiser actuellement, tant sur le plan organisationnel et également sur le plan financier. Parce que la foi, c'est beaucoup de sous. D'accord, on va finir avec votre message à l'endroit de tous les fidèles musulmans.
Je voudrais dire que l'Union islamique du Bénin, en initiant cette fois, c'est pour renforcer le lien au niveau des communautés. Je voudrais m'adresser à toute la communauté musulmane qu'elle est invitée à participer à cette foi. Elle est ouverte de 8h à 22h et elle est gratuite pour tous ceux. Il y a encore des stands à prendre pour tous ceux qui sont disponibles et qui veulent encore prendre de stands. Elle est presque à un coût dérisoire et qu'ils peuvent participer. Et pour ceux qui veulent apprendre, il y a beaucoup de thèmes qui sont développés pendant tout le long de la foi. Et il y a aussi des formations pour les jeunes qui veulent améliorer leur savoir dans maints domaines, et aussi pour apprendre de petits métiers, et cela sera suivi d'une attestation, sanctionnée par une attestation délivrée par l'Union islamique du Bénin. D'accord. Merci à vous, Al-Khalifa Abdul Jalil Yessoufou, secrétaire général de l'Union islamique du Bénin. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici à présent la revue de presse hebdomadaire de Asiongmo Kani, Asiongmo. Et juste après, ce sera le décryptage de l'actualité nationale avec Josaphat Da Bolinon. Il est éditeur à Pusatchek. Nous allons passer en revue quelques sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Voici la revue hebdo pour planter le décor. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la revue de presse hebdomadaire. Fraternité publiait vendredi que dans un entretien exclusif avec la chaîne New World TV, le porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Léandre Humbedji s'est exprimé sans détour sur la présidentielle de 2026 au Bénin, les transformations structurelles opérées sous la présidence de Patrice Talon, mais aussi la politique extérieure du Bénin. Et sur la question, est-ce que le président Patrice Talon fera un troisième mandat? Il répond que quant à la fin du mandat présidentiel, il reste moins d'un an avant la fin du second et dernier mandat du président Patrice Talon. Il n'y a pas de doute. La constitution béninoise est claire. Le président Talon n'effectuera pas un troisième mandat. La révision constitutionnelle de 2019 a renforcé cette règle, interdisant à toute personne d'effectuer plus de 2 mandats présidentiels. L'idée d'un troisième mandat est donc exclue et le président Talon respectera cette limitation. Certains, notamment parmi ceux qui se réjouissent des progrès réalisés, ont exprimé leur souhait de voir le président Talon poursuivre son travail. Cependant, le président lui-même a affirmé que, bien qu'il soit flatté par ces demandes, il croit que son successeur pourra continuer, même aller plus loin dans le développement du pays. Fin de citation. La Croix du Bénin pointait que, événement fondateur du renouveau démocratique, la conférence des forces vives de la nation a permis au Bénin de faire l'option de la démocratie et de l'état de droit. Cependant, les pratiques démocratiques sont de plus en plus remises en cause, notamment ces dernières années avec des choix de développement controversés. Pour l'Église au Bénin, protagoniste majeur de la conférence nationale de février 1990, il y a nécessité de revisiter l'histoire pour mieux se projeter dans l'avenir. Le colloque qu'elle a organisé pour commémorer le 35e anniversaire de cet événement majeur a été placé sous le thème « L'esprit de la conférence des forces vives de la nation ». Un héritage pour la construction nationale. Parlant de démocratie, Fraternité faisait observer que le Bénin est classé parmi les régimes hybrides. C'est ce qui ressort du dernier rapport de The Economist Intelligence Unit sur l'indice de la démocratie 2024 qui dresse un panorama contrasté pour le continent africain. Si Maurice garde son statut de seule pleine démocratie en Afrique,
Avec un score de 8,23, plusieurs pays peinent à maintenir des standards démocratiques élevés. Le Bénin, premier pays africain à avoir amorcé une transition démocratique avec la Conférence nationale des forces vives en 1990, occupe aujourd'hui la 100e place mondiale et 19e en Afrique. Dans son billet, Anissé Carlos Soquet de Fraternité pointait la politicaillerie contemporaine qui est détestable en ce qu'elle n'intègre pas l'indispensable obligation de la responsabilité. Or, il est évident que la politique qui n'intègre pas le sens de la responsabilité finira par ruiner la démocratie et représenter un risque réel de désintégration de la cohésion nationale. À ce jour, le Bénin, pays pacifique, s'il en est, dont le génie a inventé la conférence nationale, là où d'autres pays dans la même situation ont sombré dans un chaos meurtrier, est épargné depuis l'indépendance du spectre des assassinats politiques. Et voici que certains politiciens en panne de stratégie décident d'en faire commerce de leur jérémiade honteuse. Ils mettent tout un pays en danger en appelant de leurs vœux pernicieux un assassinat politique. Dans la suite, Libération indiquait que l'agence de notation Moody's confirme la note B1 du Bénin et des perspectives stables. Le Bénin passe à perspective positive. La Nation d'expliquer que cette révision publiée le 27 février 2025 traduit une évaluation optimiste de la trajectoire économique du pays, renforcée par des avancées notables dans plusieurs domaines clés. La révision de la perspective de stable à positive reflète l'amélioration continue des forces économiques, fiscales et institutionnelles du Bénin, bien que l'économie reste vulnérable aux risques géopolitiques, notamment ceux liés à la région du Sahel. Des efforts soutenus ont permis d'afficher des résultats impressionnants, tels que la diversification accumulée de l'économie et une forte croissance du produit intérieur brut. La Nation soulignait que le baromètre sur l'évolution des entreprises indique des perspectives encourageantes pour 2025. Le journal notait alors que l'année 2024 a été marquée par une activité économique en demi-teinte pour les entreprises béninoises confrontées à divers défis. Cependant, une majorité d'entre elles affiche un optimisme prudent pour 2025, selon les résultats de l'enquête menée par l'Observatoire du commerce, de l'industrie et des services. Pour l'enquête Perspective 2025, 1000 entreprises issues de divers secteurs et régions se sont prêtées à l'exercice, offrant ainsi un aperçu précis des réalités du terrain. Il en ressort qu'après une année 2024 semée d'embûches, 2025 s'ouvre sous de meilleurs auspices pour les entreprises béninoises. Avec le matinal, il était question dans la parution du mercredi de ce que le Bénin n'est pas prêt dans le cadre de l'autosuffisance en production nationale de volaille. Le journal relatait que le vendredi 28 février 2025, lors de sa traditionnelle séance d'échange avec les professionnels des médias, Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement béninois, a expliqué pourquoi l'interdiction de l'importance de volailles congelées, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, n'a pas été pleinement appliquée à ce jour. Une décision qui, selon lui, a été motivée par des considérations économiques et la nécessité d'accompagner la production locale avant de mettre en place une production totale. Il a précisé que si la mesure avait été pleinement appliquée, une tension importante aurait pu surgir accompagnée d'une hausse des prix, créant ainsi une situation difficile pour les consommateurs béninois. Le Matin annonçait dans sa parution du lundi que dans la nuit du 27 au 28 février 2025, les forces de défense béninoises ont lancé une offensive contre des groupes terroristes à Kantoro dans la commune de Karimama. Bilan de l'attaque, 9 terroristes refroidis. L'opération fait suite à une attaque ennemie le 26 février à Kantoro. Un engin explosif a tué un militaire et blessé 2 autres soldats béninois. Les troupes de l'opération Mirador ont réagi rapidement. Elles ont tendu une embuscade aux assaillants. Les terroristes ont été pris en étau lors de leur fuite. Qu'ils soient au front ou en mission de routine, relatait la Nation,
Les militaires béninois ne manqueront plus de vecteurs aériens pour collecter des renseignements nécessaires à la surveillance et la reconnaissance. En plus de ceux existants, ils ont reçu un nouvel avion léger de type Cessna 208B Caravane de la part de l'Union européenne. À travers cet appui, les États membres de l'UE témoignent leur soutien continu aux efforts du Bénin visant à renforcer les capacités des forces de défense, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à vous, à Sion Kani et à Siongbon pour cette revue de presse hebdomadaire. On vous retrouve dimanche prochain avec d'autres informations en plateau. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour à vous, Idriss Rouboukari. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Éditeur à Pesachek, premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Bonne arrivée. C'est un plaisir. Alors, quelles sont les fausses informations déconstruites par votre média ces dernières semaines? Le Bénin était au cœur quand même de vos activités. Oui, on a travaillé un peu sur le Bénin. On a parlé un peu de quelques informations tant au Bénin, dans la sous-région que sur le continent africain, puisque nous couvrons tout le continent. Nous sommes présents dans 22 pays avec 7 langues sur le continent. Et pour la déconstruction, les fake news que nous avons pu démystifier tout au long de ces dernières semaines, comme vous pouvez déjà le voir sur l'écran, il y a des informations tant, comme je le disais à l'instant, au Bénin. Et au Bénin, nous avons pu déconstruire cette image du président Patrice Talon et du footballeur Cristiano Ronaldo qui a circulé longuement. Donc notre équipe a pu démystifier et a prouvé qu'en fait que c'est une image qui a été générée par l'intelligence artificielle, surtout l'outil d'IA de Elon Musk qui est Croc. C'est avec cet outil qu'ils ont pu développer les images du président Patrice Talon en compagnie de Cristiano Ronaldo. Sous beaucoup d'autres angles, ils sont assis dans un restaurant, debout, en train de au niveau de la tribune. Donc on a démystifié pour prouver qu'en fait que c'était des images qui sont générées par l'intelligence artificielle. Nous avons également sur le Bénin démystifié l'information selon laquelle le célèbre chanteur Maître Gims a pu chanter, glorifier les merveilles du président Patrice Talon au Bénin. Ça, c'est également une vidéo qui a été générée par l'intelligence artificielle. La même vidéo a été générée, mais cette fois-ci avec Aya Nakamura, glorifiant bien sûr les prouesses des pays de l'AES. Nous en avons démystifié tout à l'heure et tout au long de ces dernières semaines. Et notre information sur le Bénin, c'est une information, on en avait déjà parlé sur ce plateau, mais c'est revenu de façon récurrente cette semaine. C'est par rapport, bien sûr, à la douane béninoise qui aurait initié une vente aux enchères des véhicules de son service. Et cette fois-ci, les faussaires ont pu ajouter également les frais d'inscription qui se lèvent à 100 000 francs CFA, donc ce qui est faux. Donc on a démystifié également cette information sur le Bénin. Nous avons également dans la sous-région, au niveau de l'AES, parce que vous savez, la fausse information circule beaucoup plus dans les pays où il y a la guerre, des conflits. Au niveau de l'AES, il y a quand même des images qui ont été démystifiées parce que l'armée de ces 3 pays, quand on parle de l'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel qui regroupe le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Donc, leurs armées ont pu neutraliser certains groupes armés qui sèment la terreur dans leur pays. Donc il y a des images qui ont circulé prouvant qu'en fait que ce sont des images de ces 3 pays, mais ce qui est faux, c'est des images qui sont d'autres circonstances qu'on a attribuées bien sûr à ça. Et cette grosse information qui a également circulé sur le continent africain au total, c'est la mort annoncée de Papa
François. Nous avons démystifié. Effectivement, il n'est pas un bon point, en tout cas pour l'instant, mais il est toujours en vie, il est à l'hôpital. Il y a cette information de sa mort qu'on a démystifiée et 2 jours après, il y a l'information de sa sortie de l'hôpital. Bien, ce n'est pas encore le cas, en tout cas jusqu'à l'instant. Mais il se porte mieux selon le dernier communiqué de Vatican. Donc, on a également démystifié cette information. En gros, c'est ce que nous avons pu démystifier pour résumer. Et je voudrais inviter les téléspectateurs et téléspectatrices que toutes les informations qui circulent sur le net, il faut vraiment faire attention. Il suffit juste de regarder, s'il s'agit des images, de regarder des anomalies, des incohérences de ces images, de voir, d'utiliser l'outil, puisque tout le monde a pratiquement l'Android aujourd'hui, de voir avec Google Links si on peut faire une recherche inversée d'images pour voir rapidement l'image a été publiée où et comment. Donc ce sont les petites astuces que nous pouvons toutefois utiliser en tant que citoyens, pas forcément en tant que journalistes, pour véritablement voir si une image elle est vraie ou elle est fausse. D'accord, merci à vous, Josaphat Daboni. On va revenir maintenant sur l'actualité du moment. Nous sommes, on va dire, à 10 mois donc, des élections générales au Bénin. Vous comptez bien. Et le constat, Josaphat, c'est que c'est le calme plat dans les états-majors des partis politiques. Comment vous l'expliquez? Vous voulez qu'il y ait du vuvuzela? Bien sûr, comme d'habitude. Oui, ça c'est il y a 10 ans, c'est il y a 15 ans. Peut-être qu'à la fin, en 2025, non, en 2005 de Mathieu Kérékou, oui, on pouvait quand même assister à ça. En 2015, la fin de Thomas Boniyahi, on pourrait également assister à ça, mais ce n'est pas évident aujourd'hui parce que le contexte n'est plus le même, les enjeux ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Je crois que des gens ont de plus en plus peur de faire une visite au niveau de Misrété qui a désormais fait peur à tout le monde avec la criette. Donc on se dit, si je lève la main ou si je fais trop de Java, on pourrait quand même commencer par creuser sur moi, chercher à fouiller, bêcher, et finalement on trouvera quelque chose qu'on pourra me coller, et là mon ambition présidentielle pourrait être noyée. Le cas pourrait être également justifié par le fait que le système partisan mis en place, en tout cas cette loi qui recadre un peu le fonctionnement des partis politiques dans le pays, a essayé de restreindre en quelque sorte certaines libertés, certains choix, parce que ce n'est plus donné à tout le monde aujourd'hui de se lever pour dire je veux être président, j'ai ma caution, j'ai mon militant. Si quelqu'un peut-être a un petit fief, comme on le dit, les clubs électoraux que nous constations entre-temps, on se dit bon, je vais me lever pour ça. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut être parrainé et on se dit mais qui va parrainer qui aujourd'hui? Et on sait qu'il faut avoir ce quota de parrainage. Est-ce que si moi, en tant que Josaphat, citoyen, je me lève, je dis j'ai une ambition présidentielle, est-ce que j'ai la certitude d'avoir le nombre de parrainages nécessaires? Donc il faut faire tous ces calculs-là. Et ces calculs, ce n'est pas du jour au lendemain. Supposons qu'en fait un politicien se lève pour dire oui, moi j'ai cette ambition-là, je vais avoir le parrainage. Et il commence à faire des dépenses, encore que l'argent ne circule plus, malheureusement, comme on l'aurait souhaité dans le pays. Mais il commence à dépenser le peu qu'il a déjà pour dire je veux me positionner. Et au finish, il n'a pas le parrainage nécessaire. Il ne peut plus revenir en arrière. Il va prendre dire non, je pourrais quand même laisser mon argent. Je crois que c'est dû beaucoup plus à la méfiance. Ou c'est aussi une stratégie pour dire c'est un jeu de chèques, joue son jeu, je ne veux pas savoir comment tu déplaces tes pions. Moi-même, je déplace mes pions antérieurement avant que tu ne réalises effectivement que je déplace tel pion, c'est que je te bats déjà, je te mets au chaos. Ça peut être aussi une stratégie comme ça. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'environnement n'est plus le même, comme je l'ai dit. Le contexte également, les enjeux ne sont plus les mêmes, même si ça est toujours d'un fauteuil présidentiel qu'il faut convoiter. Mais aujourd'hui, au Bénin, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura plus cette faveur-là, on n'aurait plus ces choix ou bien sûr cette déclaration qui parfois va jusqu'à une vingtaine, une trentaine pour dire nous avons l'ambition d'y aller. Ça, c'est révolu. Alors, avec la réforme du système partisan, la réforme était censée rendre les partis politiques beaucoup plus, on va dire, forts, capables donc de définir leur propre calendrier électoral. Mais votre argument aujourd'hui, alors que la réforme est inspirée d'autres pays également, mais ce n'est pas le même contexte, non?
il y a les tests, il y a l'esprit des tests. Aujourd'hui, nous avons un test qui, comme vous l'avez dit, devrait rendre plus fort les partis politiques. Mais malheureusement, l'esprit a finalement fait que ce sont les hommes qui sont devenus plus puissants, mais qui sont ces hommes-là, les hommes qui sont à la tête de ces formations politiques-là. Aujourd'hui, ne me dites pas que quelqu'un va rester au niveau du l'UPR, Union Progressiste pour le Renouveau, et dit je veux être président aujourd'hui. Non, ça, je crois que ça, vous ne pouvez même pas oser, peu importe votre position dans la formation politique. Au niveau du BR également, vous ne pouvez pas le faire. Oui. Parce que le système, l'esprit de ce test a rendu le président de la République qui chapeaute les deux formations politiques-là beaucoup plus fort, et que la décision finale lui revient demander en offre à des gens, à des partis, des acteurs politiques de ces formations politiques. Vous direz, on attend toujours les consignes. Donc, les consignes sont en attente. Et qui donnera ces consignes? C'est bien sûr le président de la République. Ce n'est pas le président du BS, ce n'est pas le président de l'UPR. Même s'ils ont eu des envies, même s'ils ont une volonté de participer, même si on peut les consulter à la limite, je crois que le seul décideur pour ces deux partis aujourd'hui, c'est bien sûr le président de la République qui chapeaute ces deux formations politiques. Au niveau des démocrates, une autre formation politique en vue, des partis de l'opposition, quand on doit décider, ne me dites pas qu'un acteur politique de l'opposition va se lever. Vous avez vu le communiqué qui est sorti quand on a senti qu'il y a quelqu'un qui s'agite pour dire je vais me présenter, je vais représenter le parti. Vous voyez, le communiqué est sorti officiellement pour démentir ça. C'est pour dire que là également, il y a un homme qu'on a rendu plus fort. C'est bien sûr le président de cette formation politique qui sera le seul également à dire oui, Idriss, je ne vais pas appeler votre nom, Inks, en tant qu'acteur politique, vous êtes de notre formation, vous avez les compétences qu'il faut, nous portons le choix sur vous. Peu importe ce que les autres pensent. Quand lui le dit, que vous soyez d'accord ou pas, vous allez dire, ok, nous plions à la décision, bien sûr, du président, et nous travaillons pour la réussite. Parce qu'au finish, le discours sera, s'il réussit, c'est le parti qui gagne, donc si le parti gagne, c'est nous tous qui gagnons. Donc c'est là aujourd'hui l'enjeu. Et quand vous voyez, à part les trois partis que j'ai cités, les autres partis qu'on ne voit souvent pas, ou qui n'ont pas aussi une représentation, une assise aussi solide que ces trois-là, il ne peut pas se lever pour dire je veux être président ou je veux présenter quelqu'un. Non, d'ailleurs, ils ont quand même déjà commencé. Vous voyez Moël qui dit nous travaillerons en accord avec les partis de la mouvance présidentielle pour qu'ensemble on puisse avoir un candidat ou avoir des candidats pour soutenir. Donc eux-mêmes, ils savent qu'en fait, que même s'il y a quelqu'un qui se lève dans cette formation politique, ce n'est pas évident qu'il y ait des parrainages. On est pieds et mains liés. Hein, tout à fait. Le mot d'ordre des leaders donc, de ces formations tout à fait. politiques. Le système partisan devrait quand même permettre à renforcer davantage ces formations politiques. Mais malheureusement, dans la main de... ils sont tous piégés dans les tests et ils ne peuvent plus sortir. La seule sortie aujourd'hui, c'est que ces leaders-là puissent quand même dire oui, nous voulons présenter, nous portons nos choix bien sûr sur 3 potentiels ou 4 potentiels. Travailler, on va voir parmi vous qui pourra vraiment sortir la tête de l'eau. Mais malheureusement... Et parlant des élections de 2025, il y a cette question, qui sera le dauphin de Patrice Talon? Un Béninois. Un Béninois ou un membre de la diaspora. En tout cas, un Béninois quand même. Oui, un Béninois, peut-être de père, ou peut-être de mère, ou peut-être 100% des deux, c'est pas. Parce que nos lois n'interdisent pas ce qu'il y ait quand même des binationaux à la tête, comme c'est le Gabon où il faut être gabonais 100% ou 1000%, ou peut-être en Côte d'Ivoire où le concept de l'ivoirité et autres là. Non, le Bénin reste toujours ouvert. Je crois qu'en fait que après Talon, ce sera quand même un Béninois. Peut-être une femme, qui sait, parce que les femmes aujourd'hui se battent de plus en plus. J'ai écouté dans les loges tout à l'heure Christelle qui parlait bien sûr des merveilles des femmes. Peut-être une femme peut aller au palais de la Marina, qui sait. Alors, mais comment est-ce que le casting doit être organisé? Non, le casting, c'est ça je dis. Ce sont les leaders qui vont voir qui pourraient être en mesure véritablement de diriger. Et quand ils décident, maintenant, la décision finale revient également au peuple, puisque jusqu'à l'heure que nous parlons, nous sommes dans un régime démocratique, et puis c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple. Donc quand le choix sera fait entre les formations politiques et qu'à unanimement ils retiennent des candidats, le peuple pourra décider dans les urnes qui
pourrait véritablement le diriger, le gouverner pour les 5 prochaines années à partir de 2026. Donc le problème ne devrait même plus se poser. L'essentiel, c'est de régler d'abord la question des préalables. Et les préalables, c'est bien sûr qui pourrait sortir de ces formations politiques-là. Parce que ce qui est sûr, on ne peut plus prendre un néant, un outsider, comme on a toujours l'habitude de le dire, pour être représenté dans la formation politique. Donc, le système, par exemple, aura permis quand même d'avoir un acteur politique. Bon, visiblement, hein, nous espérons parce que... Un mauvais casting peut mal tourner. Hein. On en a connu avec l'ancien président Boni Yayi qui a porté son choix sur Lionel Zinsou, qui aujourd'hui donc apprécie les réformes de Patrice Talon, les prouesses économiques de Patrice Talon. En son temps, le choix de Boni Yayi n'avait pas été digéré dans son qui vous a dit que Patrice Talon ne pourrait pas faire le choix comme père à son âme, Mathieu Kérékou, qui porte quand même son dauphin en cœur, mais qui n'a jamais dit publiquement ou ne l'a jamais soutenu. Mais, voilà. Donc c'est possible que Patrice Talon également, au soir de 2026, pourrait dire oui, effectivement, dans mon cœur, j'irai voter pour telle personne, mais je te laisse faire le travail. Donc, moi, je m'efface complètement, je reste neutre jusqu'à l'aboutissement des résultats. Bon, à la fin, on pourrait se retrouver, se féliciter. Mais je vais rester neutre, bats-toi comme je me suis aussi battu en 2016 pour venir au pouvoir. C'est également possible. Votre scénario également, où le président Patrice Talon porte un choix sur quelqu'un qui pourrait éventuellement le souhaiter, bien sûr, avec l'accord du peuple béninois, et que ce casting-là, ça fait un flop. C'est possible également. Et bon, il va tirer les leçons comme Yayi Boni en a tiré, et puis on va passer à autre chose. Ce qui est sûr, comme je l'ai dit, c'est un Béninois ou un membre de la diaspora qui sera quand même au pouvoir pour gérer les affaires. D'accord. Josaphat, on va parler très rapidement de cette suspension donc, du chef d'arrondissement de Glodjigbe, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, suspendu par le maire de la commune Angelo Armandino pour avoir critiqué donc, le gouvernement. Est-ce un péché maintenant? Non, mais quand vous évoquez ça, moi, du coup, j'ai l'exemple de ma localité, ma région Ouémen, la commune de Bonou. Vous vous rappelez de cette vague de destitution du maire? Ça venait 6 mois, 1 mois, 1 an. Donc, je me suis rappelé, c'est pour corriger ça. Parce que quand ça a pris à Bonou, ça a pris dans d'autres communes, on destitue les maires, on vote de méfiance. Et finalement, les députés en 2020, après l'élection, bien sûr, qui n'a pas bien tourné parce qu'il n'y a pas eu la fête habituelle au soir du scrutin, ils ont décidé d'avoir une loi complétive et explicative. Je crois que ce sont les termes qu'ils avaient utilisés en son temps. En juin 2020, plus précisément, où la loi complétive, où c'est désormais, il n'y a plus d'élection parce qu'ils estimaient qu'en fait, que oui, quand on doit élire, il y a des intérêts politiques, il y a des enjeux. Donc, on élit celui qui n'a pas la majorité et qui n'est même pas en mesure de diriger tout, la conséquence avec les décisions. Donc, si le parti peut déjà désigner les représentants en tant que CA, en tant que maire, ça va résoudre le problème. Mais là également, ils sont aujourd'hui pris à leur propre piège parce que le maire peut se lever et suspendre un CA juste parce que le CA aurait critiqué le chef de l'État ou le CA aurait critiqué peut-être le fonctionnement de son parti politique. La personne se lève, vous faites peut-être une action et dit, mais moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. On dit, mais tu ne peux pas dire que tu n'es pas d'accord. Donc du coup, tu ne mérites pas d'être le chef d'arrondissement. Donc tout ensemble, on suspend. Et on remplace. Moi je crois qu'en fait que c'est restreint également la liberté des gens, la liberté de parole, la liberté de penser, la liberté de militer des gens, parce que même si vous êtes dans une formation politique, vous avez quand même la possibilité, vous, de donner votre point de vue, qui peut être également contraire à ce que tout le monde dit. De réserve, donc en tant que CA, quand quelque chose ne va pas, au nom de sa fonction politique, il doit applaudir en quelque sorte. Oui, justement, c'est là, je dis, sont dans le piège, bien sûr, de cette loi également. Donc, du coup, le conseil communal mène une action qui est contraire véritablement à la politique, la vision décentralisée que moi j'ai de mon arrondissement. Je dois applaudir pieds et mains et pour dire oui, effectivement, ce que vous avez fait c'est bon, alors que intérieurement je sais que ça ne cadre pas avec la vision de mon arrondissement. Je crois qu'en fait que c'est restreindre la liberté, comme c'est dans beaucoup d'autres domaines. Malheureusement c'est le cas, il a été remplacé, vivement que la dame qui est venue, c'est Jeanne Soclé, je crois si c'est bien son nom, pourrait véritablement faire le travail pour elle aussi, parce que du coup, elle est nommée également.
Et elle a été nommée parce que l'autre a critiqué. Et puis on a dit... Elle est avertie. Voilà. Donc elle-même là, elle sait que d'abord, je ne peux plus parler. Même si je dois parler, c'est que comme l'a dit quelqu'un dans ce pays, au palais des gouverneurs, ce que le président dit, j'ai dit. On applaudit et on passe à autre chose. Je crois que ça ne va pas avancer la démocratie, ça ne va pas avancer les idées, ça ne va pas avancer ce que nous devons faire. Donc ils sont tous piégés dans... Et ça, ce n'est que le début. Parce que on tend vers 2026. Et du moment où on tend vers 2026, il y aura des gens qui n'auront pas les mêmes voix que certains dans la République. Ils seront tous suspendus. Voilà. Donc, ils seront tous suspendus. Et cette vague de suspension va commencer. Et quand elle va commencer, les députés vont faire quoi? Ils vont prendre encore une autre loi explicative pour dire nous allons rétablir les choses. Mais je crois qu'en fait, que nous aussi, là, on agit trop de façon instinctive. Il y a aussi du zèle qu'on met souvent dans les... Oui, on agit trop de façon instinctive et on oublie qu'en fait que les lois que nous prenons aujourd'hui, ce n'est pas forcément aujourd'hui que ça va agir, c'est pour la postérité également. Mais malheureusement, on est tous piégés. Et comme c'est le cas du code électoral, là, on en a parlé, on en parle toujours. Et c'est toujours comme ça. Un peu comme quand on participe au vote d'une loi et que... un autre vient nous remplacer à l'Assemblée nationale parce que... Tout à fait. Parce que vous n'avez pas pu assumer correctement. On l'a prévu également. Je crois qu'en fait que c'est quand même restreint, comme je l'ai dit, la liberté, tant de penser, de militer, d'agir des gens dans la République. Nous sommes dans une démocratie et que, puisque nous prenons l'exemple souvent des grandes démocraties, la France, les États-Unis, il y a quand même cette liberté aujourd'hui. C'est cette liberté d'opinion, d'expression qui a fait que des gens ont décider de libéraliser la parole, de laisser la parole à libre cours et que même nous qui sommes des vérificateurs des faits, nous n'arrivons plus à vérifier certains faits parce que la personne dit je suis libre de dire ce que je veux, même si c'est le mensonge. Donc il faut véritablement revoir ces actes dans la République. Malheureusement, nous sommes déjà vivement que les députés aujourd'hui puissent s'en rendre compte et faire le nécessaire pour que les lois aujourd'hui adoptées au niveau de l'Assemblée nationale puissent véritablement servir la nation. D'accord, Josaphat Bolinon, éditeur à Pusatchek. Je rappelle que c'est le premier média indigène de vérification des faits en Afrique. Merci pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques semaines sur ce plateau. Bon dimanche et bonne suite de jeûne à vous. Tout à fait, bon mois de Ramadan à vous aussi. D'accord, bonne journée. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine. Salia adumono pukae Salia adumono pukae Salia adumono pukae Ekuje gbere mela Ewaje kore me akawe rodia Salia adumana boka ekuje gbere mela ewaje kore me akawe rodia Salia adumana boka ekuje gbere mela ewaje kore me akawe rodilo Et voilà, vous avez sans doute compris, c'est Norbeka qui est notre artiste de la semaine pour le compte de ce numéro du grand format. Elle est déjà avec nous. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. Comment bonjour vous vous portez? Super bien, je rends grâce à Dieu. La journée du 8 mars, comment vous l'avez passée? Très bien passée. Je dis cette journée est une journée de réfléchir, voilà, de bien calculer, de bien se rappeler de
certaines choses qui s'est passées. Et au final, de faire un point, de faire un calcul pour dire aujourd'hui, 8 mars, journée internationale de la femme. Oui. La femme, c'est le miroir. La femme, c'est le sel. Si on prépare la sauce et puis il n'y a pas le sel dedans, on n'arrive pas à manger. On n'arrive pas à manger. Donc ça veut dire que la femme est quelque chose très important dans la société. Et je dis bonne fête à toutes les femmes battantes, à toutes les artistes, les femmes artistes qui se battent pour l'avenir de nos petits frères ou de nos petites sœurs. Parce que nous, l'âge avance. Bien sûr. Donc il faudrait qu'on a les choses là derrière pour préparer au moins la relève. Il faut préparer la relève. D'accord. Alors pour vous, la musique, c'est un peu comme un héritage donc, que vous assumez aujourd'hui pleinement, puisque votre grand-père était un chanteur et même batteur dans la musique traditionnelle. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris de lui? J'ai appris beaucoup de mon grand-papa, mais pas beaucoup parce que il était déjà vieux, mais pas comme ça. Donc, j'ai accompagné ma maman. Si maman a préparé pour aller chez mon grand-papa, je l'accompagne. Et je lui ai posé beaucoup de questions par rapport à ce qu'il fait. Et il me disait, non, ma fille, tu sais, la chanson chez nous, ça ne donne rien. La chanson au Bénin, moi j'ai fait une chanson et j'ai composé contre l'une de nos familles au village. Mais malheureusement, mon enfant est parti prendre une femme et ça n'a pas été facile. Donc j'ai maudit et je dis non, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrières ne chanteront pas. Mais je lui ai dit non, grand-papa, moi je vais chanter. D'accord. Et aujourd'hui, je suis là, je suis Norbeka. Mais la chanson, c'est un héritage pour moi et je suis fière. D'accord, vous êtes fière de ce que vous faites. En tout cas, nous vous suivons, on va dire, nous sommes également fiers de ce que vous faites. Mais déjà depuis 6 ans, vous avez commencé par manifester donc cette passion pour la musique. À quel moment vous avez commencé justement à poser les petits pas? Mes petits pas, j'avais posé lorsque il y a des fêtes chez nous. Le village, il y a l'autre quartier qui est là avec son groupe. Il y a l'autre quartier aussi. Et puis on chantait contre les deux. Les deux parties chantaient contre les... En tout cas, on chantait une à une contre nous. Un peu comme une compétition. Oui, un peu comme une compétition. Moi, j'étais dans la partie de mon quartier. Et comme moi, ma voix était tellement fine, était tellement... Et c'est justement pourquoi vous choisissez à l'école pour entonner l'hymne national à cause de cette voix. Le premier jour que j'ai mis mes pas à l'école avec mon pagne au cou, le directeur me demandait, mais avec ton âge là, tu ne peux pas rester au CI parce que j'étais déjà âgée. Et il m'a dit non, d'aller au CP. Et la maîtresse qui m'avait eu, elle s'appelle Madame Akovo en ce moment. Et elle a dit, debout, qui va chanter? Qui va entonner une chanson? J'ai dit moi. Et j'ai entonné une chanson de notre village. Et mes frères qui étaient dedans, mes soeurs aussi, ont commencé à chanter. Donc lorsque je chantais, le directeur, il était dans son bureau et il est arrivé, il a dit, qu'est-ce que chante maintenant? On a dit non, c'est la nouvelle qui était arrivée aujourd'hui. Ah bon? Donc le lendemain, non. C'était le jeudi, le vendredi, et on a fini. Et puis, le lundi, on était arrivé au Mar. Et maintenant, il me dit, appelle-moi. Bon, en ce temps, on m'appelle Betty. Le directeur, il a demandé à ma maîtresse de m'appeler. Et on m'a dit, est-ce que tu connais l'hymne national? J'ai dit, comme je ne maîtrisais pas, j'ai dit non. Et le directeur a chanté, il a dit oui. Que je peux entendre la chanson. Et c'est de là que c'est parti comme ça et j'ai entendu. Mais en ce moment-là, quand j'entendais
la chanson, même 2 kilomètres de moi, tu vas dans ma voix. Justement. Et puis ça se sent même aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous appelle la reine du Zenli? La reine du Zenli, ce n'est pas moi-même qui s'est donné, c'est mes fans, c'est la population qui a vu que, avec tout ce qu'elle fait, elle mérite d'être la reine. Et je passe par ce canal pour dire merci à tous ceux qui étaient là, ceux qui me guidaient, ceux qui me disaient non, c'est comme ça, il faut faire, il ne faut pas te décourager, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est grâce à eux aujourd'hui que vous êtes... C'est grâce à eux. Je dis merci à tout le monde. Et le grand merci va à mon mari. Sa Majesté Rounon Bemeza. Je lui dis merci, merci, merci beaucoup parce que avec lui, il a mis le paquet. Bien sûr. Il a tout fait pour que le Zenli se joue à l'extérieur. Tout à fait. Merci beaucoup. D'accord. Villon, c'est l'un des titres donc, que vous avez signé. On va marquer une pause. On suit quelques secondes du morceau et on revient pour la suite. D'accord. Voilà donc pour cette séquence donc, du morceau. De quoi vous parlez? Quel est le message que vous passez à travers la chanson parle. Tout d'abord, ça parle de moi-même. Ah oui. Oui. Mon heure a sonné. Ah oui. Mon Dieu, montre-moi ou bien donne-moi ta bénédiction. Et ceux qui se moquaient de moi, s'ils me voient, ils disent que non, oui, son heure a sonné. Gantiro, c'est une chanson de choses là, de bénédiction. C'est une chanson qui a beaucoup de choses là dedans, qui a beaucoup de conseils. Lorsque j'avais composé cette chanson, je n'avais pas d'enfant. Je n'avais pas d'enfant. Et je demandais à mon Dieu, Dieu donne-moi, donne-moi. Et après la chanson, Dieu m'a donné. Donc c'est une chanson de bonheur. Et je passe par vos canaux pour dire à toutes les femmes qui n'ont pas encore la bénédiction d'enfant que de jouer cette chanson. À chaque matin, ou bien si tu déposes ton dossier quelque part, ou bien tu cherches un travail, il faut toujours écouter cette chanson. Moi, je l'ai fait et j'ai vu sa bénédiction. Alors, apparemment, c'est votre préféré, ce morceau. Toutes les chansons sont mes chansons préférées, mais ça là, j'ai vécu beaucoup de choses dans cette chanson. Aujourd'hui, vous totalisez 4 albums. 4 albums. Le premier qui est sorti en 2009 sur le titre Badido. Oui. Badido, c'est le premier album. De combien de titres est-il composé? De 9 titres. De 9 titres. Quel est le morceau phare Roti le moulana, bono anula uga rotoe, kotu roti le, mosile anonotum, bono anula uga rotoe, ayatono me anu uga rotoraho.
c'est la chanson. C'est la chanson fétiche. C'est que cette chanson m'a fait voyager. C'est ça. Et en ce moment, en 2009, que la chanson était sortie, c'était la chanson qui a bougé Cotonou, qui a bougé le Bénin. Et partout où tu es, tu dois écouter. C'est la chanson qui parle de la femme. Ah, tu veux m'abandonner? Mais on s'était dit quelque chose. Il y a le contrat là qu'il faut respecter. D'accord. Aujourd'hui, quand vous faites le bilan de ce parcours depuis 2009, donc jusqu'à maintenant, le dernier album est sorti en 2020. Non, c'était bon. L'album, vous savez, aujourd'hui, les jeunes artistes aujourd'hui ne sortent plus l'album comme ça. C'est un single qu'on fait et tout. Et après, c'est ça. Donc, nous aussi, on a essayé de rentrer dans le schéma. Aujourd'hui, quand vous faites le bilan de votre parcours, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez déjà fait? Si, je suis satisfait. Mais à cause de mon état de maternité, ma carrière a chuté un peu. Mais je dis merci à mon Dieu et aux membres de nos ancêtres qui me donnent toujours la force de continuer, de ne pas se baisser les bras. D'accord. Il y a encore ce morceau Maouedo, donc que beaucoup de vos fans adorent. Si la régie est avec nous, on va suivre quelques séquences et puis on revient pour finir. C'est ça. Sonu bele de mano kwea akotele esiango yegege hiko gbe nwa ea Sonu bele de mano kwea panu vile esiango ndo yegege hiko gbe nwa ero Sonu bele de mano kwea akotele eziango kikokpe nwa ya aja okpe nwa ya Ce morceau Maouedo, ça signifie quoi? Maouedo, c'est Dieu qui a tout. D'accord. Quand la nuit tombe, c'est Dieu qui dit la nuit il faut tomber et la nuit tombe. Si le jour veut venir, c'est Dieu qui dit jour vient. Donc c'est Dieu seul qui connaît l'heure de tout chacun de nous. On ne faudrait pas se précipiter parce que ce qu'on cherche là, on n'a pas encore ça. Non. Il y a certaines, il y a des gens que Dieu les ont bénis, ils ont un peu. Il y a les pauvres qui n'ont rien. Et si tu fais la calcul de ces gens-là, parmi eux, si certaines voient les pauvres, c'est que c'est les minimiser, c'est les bafouer. Moi, je suis de la famille pauvre. Je n'ai rien. Mais je suis parmi les gens qui sont riches aujourd'hui. Tout à fait. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Oui. Aujourd'hui, quels sont les projets que vous avez? Vous avez beaucoup de morceaux. On a beaucoup, oui. On a beaucoup de morceaux. Oui. On a beaucoup de choses parce que ça fait très longtemps qu'on a sorti quelque chose. On a beaucoup de choses à faire sortir. Et j'invite toutes les fans de Norbeka, tous mes parents, de mettre le paquet. Parce que quand l'artiste sort quelque chose, il faut l'accompagner. Donc, d'ici peu de temps, on va finir.
avec les clips. Et puis vous allez lancer... On va lancer. D'accord. On va finir. Qu'est-ce qu'on va chanter pour finir? Il y a une chanson qui veut sortir. Je vais faire donner un peu. D'accord, rapidement. Noto tete dome mi sera sunu ya galeta de ya gbede nyonu ya galeto sunu lo tena da sika kai kan weko sunu lo poro tena da sika kai kan le gban amo nyonu odo po ayin to adasu to bo uli bora e mo de bora to ko me na jedi da pechi de ya mu na uli bonu wi de yo bi sese na uli bodo nyonu la ga sunu me bo ya jamais. Norbeka en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. On va dire bonne chance à vous. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 9 mars 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Vidéo Leseta Abomey. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.